Ce week-end, l'affaire Palmade a continué à provoquer des débats, des propositions politiques, un examen attentif de fonctionnement de la justice. On apprend que Pierre Palmade avait été condamné puis entendu, qu'un des passagers venait d'être condamné à du sursis et à l'interdiction d'entrer en contact avec l'humoriste. On a peine à comprendre la situation. On a l'impression que chaque fois, il y a des couches différentes. Oui, alors juste, c'est l'occasion, je le précise puisque Mathieu parlait tout à l'heure de la ministre qui voulait fermer la chaîne. La ministre en question avait reproché, je crois, le manque de mesures dans le traitement des affaires judiciaires. Alors apparemment, depuis une semaine, elle est enfermée dans une cave parce qu'elle a noté aucun manque de mesures dans le traitement des affaires judiciaires depuis une semaine. Donc là, le propos, c'est pas de faire l'enquête à la place de l'enquête ou de conclure à ce qu'il faudrait que le magistrat qui a le dossier entre les mains fasse ou ne fasse pas. Il s'agit juste simplement, avec comment dire, les informations qu'on a, de comprendre comment fonctionne ou parfois comment dysfonctionne structurellement la justice en France. C'est ça, évidemment, qui est intéressant et non pas d'aller essayer de faire l'enquête ou de savoir tel ou tel détail dans cette affaire sordide. Alors, il est vrai que nous avons découvert, notamment avec l'accumulation, on va dire, des enquêtes précédentes qui touchent à la fois Pierre Palmade et les deux passagers qui étaient dans la voiture, on découvre en effet un dysfonctionnement qui là est structurel. Pourquoi ? Parce que on a d'abord un des passagers, apprend-on, on a le premier passager qui est clandestin en situation irrégulière, ça on le savait. Le deuxième passager, on apprend qu'il avait été condamné le 2 février, une semaine avant les faits, et qu'il avait pris 1 an de sursis probatoire pour trafic de stupéfiants, plus une interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade. Donc ça, c'était le 2 février. Et on nous dit, oui, mais il ne peut pas être poursuivi pour ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un délai de 10 jours pendant lequel il peut faire appel. Donc la mesure est exécutoire simplement à la fin du délai d'appel. Donc, il était en contact avec Pierre Palmade, mais simplement, la mesure n'était pas encore exécutoire, donc on ne peut pas le poursuivre pour ça. Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus ? Parce qu'on comprend qu'entre le droit et le respect du droit et la justice elle-même, il y a un fossé d'une part, et deuxième part, on comprend dans quelle mesure les décisions judiciaires prennent de la place dans la tête d'un délinquant qui est condamné. C'est-à-dire que qu'on vous condamne et que vous ayez 10 jours ou pas pour faire appel, si on vous interdit de voir quelqu'un, normalement, un justiciable qui respecte la justice s'empêche de voir la personne. Là, en l'occurrence, ça n'était pas du tout le cas. On apprend également que Pierre Palmade, lui, en l'occurrence, avait été entendu. Il a été condamné en 2019 pour détention de stupéfiants. Il avait été entendu en 2021 dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupes et qu'il était arrivé en audition libre et ressorti libre de cette audition, alors qu'il avait exposé toute sa consommation, la manière dont il se fournissait cette drogue et la manière dont il la consommait. Donc là encore, on se dit, pour ceux qui nous expliquent que la France est un pays extrêmement répressif en termes d'usage de stupéfiants, on découvre qu'il y a des enquêtes qui se font sur le trafic, mais qu'il n'y a aucune répression du consommateur. Et là, les policiers expliquent, quand ils entendent des consommateurs en audition, c'est simplement pour essayer de dessiner la cartographie du trafic et non pas poursuivre les consommateurs. Donc on découvre quoi à la fin dans cette histoire ? Et on découvre quoi donc sur le reste du fonctionnement en réalité ? Nous avons 3 mises en cause. Il y en a un qui avait été condamné en 2019, entendu en audition libre en 2021 et qui se trouve être au volant sous l'emprise de cocaïne et de drogue de synthèse, donc avec des conséquences, on va dire, des décisions judiciaires très faibles dans sa vie. Le deuxième en situation irrégulière et le troisième condamné une semaine avant à l'interdiction d'entrer en contact avec Pierre Palmade. Voilà pour l'impuissance de la justice à faire respecter ses propres décisions par les mises en cause eux-mêmes, ou même les condamnés en l'occurrence. Les deux passagers étaient ressortis libres et Pierre Palmade n'a pas été placé en détention provisoire. Certains magistrats s'en émeuvent et de très nombreux Français également. Est-ce qu'on peut les comprendre, Charlotte ? Alors on entend parler justement d'images pédopornographiques. Oui, alors on peut les comprendre. Ce qu'il faut voir, c'est que... Alors, on avait parlé de la question de la détention provisoire la semaine dernière. Jeudi soir. Oui. Et il y a même dans le propos que j'avais tenu, bon, qui s'est avéré puisqu'il n'est pas placé en détention provisoire, mais simplement, nous avons un regard médiatiquement dans la société de manière générale, un regard beaucoup plus porté par les avocats que par les magistrats qui ont un devoir de réserve et qui ne parlent pas. Or, il se trouve que depuis que le placement en détention provisoire n'a pas été demandé, il a été requis par le parquet mais pas prononcé par le juge de la liberté de la détention, plusieurs magistrats m'ont confié leur étonnement, voire leur colère devant cette décision, leur incompréhension de l'absence de placement en détention provisoire.
Je me suis dit, bon, il y a contradiction entre les deux versions. Et je leur ai demandé de m'expliquer. Ils m'ont dit, oui, vous pouvez prendre tous les motifs de la détention provisoire et vous dire, ils ne tiennent pas. C'est exactement ce que font les avocats. Simplement, quand vous êtes magistrat, il y en a 2 qui ont retenu l'attention de plusieurs magistrats. Un, le risque de concertation frauduleuse. Vous savez, le risque de pression sur témoins. À l'époque, les 2 témoins, c'est-à-dire les 2 passagers, étaient en garde à vue. Mais depuis, ils sont ressortis libres et n'ont pas été placés ni en détention provisoire, ni mis en examen. Donc, le risque de concertation frauduleuse existe bel et bien aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous pouvez changer de version devant la justice et que ça tienne. C'est-à-dire que vous dites le policier m'a pressé de dire ça ou ça et finalement la vérité c'est ça et la justice est bien embêtée en audience si ça arrive. Donc ce risque-là existe aujourd'hui. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est le risque de renouvellement des faits. Sur la consommation de cocaïne, il y a évidemment un risque de renouvellement des faits pour quelqu'un qui se dit lui-même cocaïnomane. Et sur la question de prendre le volant ou pas, bon là aujourd'hui il est en service d'addictologie donc la question ne se pose pas. Mais si demain il sort, qui nous dit qu'il n'avait pas pris sa voiture 3 fois dans la journée d'avant sans qu'il ne se passe rien, sans qu'il n'y ait de conséquences. Donc ce motif-là peut tenir aussi, et c'est ce que les magistrats m'ont donc expliqué. Donc ce qu'on comprend, c'est que la détention provisoire pourrait intervenir en raison de la gravité des faits, évidemment, puisque ça pèse évidemment dans la décision. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'absence de placement en détention provisoire inquiète au-delà de la question de la détention provisoire. Je m'explique, et c'est peut-être plus inquiétant. C'est que plusieurs magistrats m'ont dit, le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en détention provisoire, c'est beaucoup plus facile de le voir partir en prison ensuite. Quand vous avez quelqu'un qui arrive prisonnier à l'audience, c'est beaucoup plus facile d'avoir un mandat de dépôt qui est prononcé. Quand la personne, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas en détention, mais il est considéré par la justice comme sous écrou, parce qu'il a un bracelet électronique. Donc quand la peine sera prononcée, tout le temps passé en bracelet électronique est considéré comme du temps d'emprisonnement. Donc ce sera déjà déduit de la peine. Ensuite, vous avez l'aménagement, puis les remises de peine, puis l'exécution. Le risque, c'est que la personne qui ne part pas en détention provisoire ne passe jamais une seule nuit de sa vie en prison. Et là, ce serait évidemment absolument incompréhensible en raison de la gravité des faits. Et alors, ils expliquent pourquoi est-ce que le juge de la liberté des détentions a pris cette décision. Probablement parce que, et c'est là qu'il y a une différence avec peut-être d'autres justiciables, les avocats de Pierre Palmade sont probablement arrivés avec la solution miracle clé en main, c'est-à-dire cette place dans un hôpital public. Ce qui n'arrive pour personne. En 2 jours, trouver une place dans un hôpital en service d'addictologie, ça n'arrive jamais. Et une fois que le juge a devant lui la solution parfaite pour éviter la détention provisoire, c'est très difficile, évidemment, de prendre une décision qui est différente. Donc voilà pour le cas de détention provisoire et pour compléter, on va dire, ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et la deuxième chose, ce sont les passagers. Et là, on comprend qu'il y a 3 enquêtes en cours. Pourquoi est-ce que les 2 passagers ne sont pas placés en détention provisoire ? Pour une raison simple, les 3 enquêtes sont parallèles. Il y a pas, on n'additionne pas, on va dire, c'est possible, il y aurait pu avoir ce qui s'appelle un réquisitoire supplétif, donc accrocher le trafic de stupes à la question de l'accident. Ça n'est pas le cas, ce sont 3 enquêtes différentes. Donc on comprend que les passagers, puisque la première enquête de l'accident s'est conduite sous l'emprise de stupéfiants, ça ne concerne que le conducteur. Donc les passagers n'ont pas conduit sous l'emprise de stupéfiants. Ils seront peut-être placés en détention provisoire pour le trafic de stupéfiants, mais c'est une autre enquête qui a été confiée cette fois-ci à la gendarmerie. Et la 3e enquête concerne ce que vous évoquez, la question des images pédopornographiques. Alors là, je resterai extrêmement prudente. C'est une dénonciation d'un tiers. On n'en sait pas plus. Je note simplement que les responsabilités sont extrêmement partagées, notamment dans le fait que nous soyons au courant. Il y a un secret de l'enquête, qui, dans certaines enquêtes, est encore plus important que dans d'autres. Là, on nous évoque potentiellement des enfants impliqués donc dans des histoires de pédopornographie. On ne sait absolument rien de ce tiers, de la légitimité ou de la crédibilité, on va dire, de ces dénonciations. Évidemment, dans les circonstances, on comprend que les enquêteurs fassent tout leur possible pour vérifier ces informations. Mais je note simplement que sortir l'information et voir que des journalistes sont sur place avant même les enquêteurs, ça veut dire que d'autres gens peuvent être sur place avant les enquêteurs. La responsabilité, là, ce serait bien que chacun examine la sienne. Et le secret de l'enquête est particulièrement important dans certaines enquêtes. Et là, en l'occurrence, si les enquêteurs trouvaient certaines choses, là, on bascule dans le criminel absolu. Et là, la détention provisoire, à mon avis, ne ferait pas l'ombre d'un doute pour les personnes mises en cause et pour Pierre Palmade, évidemment. Gérald Darmanin, on a vu ses saisies de l'affaire pour annoncer une volonté de changement législatif en concertation avec le ministre de la Justice. C'est intéressant parce qu'il affirme vouloir retirer le permis de conduire en cas
conduite sous stupéfiants et de renommer aussi les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool en homicide routier. Mm. Des mesurettes, de vraies mesures, qu'est-ce que ça change concrètement? Là encore, vous me permettrez un petit commentaire. Je note que dans certaines J'aime bien vos affaires, petits commentaires ce voilà, soir, j'aime bien. dans certaines affaires médiatisées, personne n'accuse personne de récupération. Fermez la parenthèse, même quand il y a des annonces politiques. Gérald Darmanin, en effet, a annoncé 2 changements. Un, la question de la suppression du permis pour des personnes qui sont prises en en train de conduire, sous l'emprise de stupéfiants. Alors là, on se dit, stupéfaction, c'est pas déjà le cas. Alors, dans les règles, aujourd'hui, il y a, vous perdez 6 points si c'est la première fois, 12 points en cas de récidive. Sauf que le préfet peut suspendre immédiatement au moment de l'accident votre permis 6 mois. S'il y a des conséquences graves à l'accident, 12 mois, c'est-à-dire le temps jusqu'à ce qu'il y ait un jugement et que le juge éventuellement annule votre permis. Donc c'est déjà possible, c'est déjà entre les mains du juge, donc ça risque de ne pas changer grand-chose, surtout quand l'Observatoire national de la sécurité routière nous dit que 770 000 personnes conduisent aujourd'hui avec défaut de permis ou d'assurance. Donc on va rajouter des défauts de permis aux défauts de permis. Je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Concernant l'homicide routier, alors là c'est un peu plus particulier. On nous explique, et c'est les associations de victimes qui travaillent énormément là-dessus et depuis de longues années, on nous explique qu'il est insupportable, et je le comprends très bien de la part des familles des victimes, d'entendre parler d'homicide involontaire alors qu'il y a une prise de stupéfiants ou de drogue avant de conduire qui, elle, est volontaire. Sauf que devant la justice, ça ne tiendra pas, puisque si ça n'est pas un homicide involontaire, on parlerait d'homicide volontaire, et on fait évidemment la différence entre quelqu'un qui prend des stupéfiants puis sa voiture et qui tue quelqu'un, et quelqu'un qui part avec un couteau avec l'intention de tuer. Donc en fait, la responsabilité, elle se niche dans les conséquences possibles d'une conduite irresponsable. Et c'est ce qu'on appelle déjà aujourd'hui devant la justice des circonstances aggravantes. Elles existent déjà. Donc ce que disent les associations de victimes, c'est que c'est le terme involontaire qui est absolument insupportable pour elles. On voudrait transformer ça en homicide routier. C'est vraiment un changement sémantique. Devant un tribunal, ça ne tiendra pas. Et je note simplement qu'il serait mieux que les politiques se penchent sérieusement sur la question de la différence entre le code pénal, qui est très répressif, les peines prononcées, les peines encourues, donc, les peines prononcées et les peines réellement exécutées. Ça sauverait beaucoup plus de victimes et ça satisferait beaucoup plus de victimes que d'aller sur un changement sémantique, aussi important soit-il, pour on va dire psychologiquement pour les victimes.